Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce 4e webinaire de patrimoine nucléaire et climat, portant cette fois sur le marché européen de l'énergie et sa prochaine réforme souhaitée par les États membres de la Commission européenne. Donc, Jacques Percebois, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université de Montpellier et directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie, le CREDEN, docteur et sciences économiques, spécialiste en économie du gaz naturel et de l'énergie nucléaire. Pour vous rappeler le programme, tout d'abord, je vais adresser quelques questions à Jacques Percebois, dont les questions de la boîte à questions que vous nous avez adressées. Et enfin, c'est vous qui pourrez échanger avec Jacques Percebois via les questions que vous nous poserez en direct dans le chat. Donc, Monsieur Percebois, ma première question, quelle a été la principale motivation pour créer un marché de l'électricité européen et comment fonctionne-t-il ? Le grand principe, c'est la libéralisation, la confiance dans la concurrence et la nécessité pour le consommateur de pouvoir choisir son fournisseur. Il faut dire que c'est déjà inscrit dans le traité de Rome de 1957, puisque l'article 90 prévoit que toutes les activités économiques, y compris celles de services publics, doivent être ouvertes à la concurrence. Alors dans l'énergie, il faudra attendre la première directive électricité de 1996, dans un contexte très libéral. C'est une époque où on croit vraiment aux vertus de la concurrence. Donc l'idée, c'est qu'il faut ouvrir à la concurrence tout ce qui est possible, c'est-à-dire la production. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un monopole de production. Supprimer les monopoles d'importation, d'exportation, supprimer le monopole de fourniture. Donc il peut y avoir plusieurs fournisseurs. Simplement, on laisse subsister les monopoles naturels, c'est-à-dire les réseaux, le réseau de transport et le réseau de distribution. Et donc, petit à petit, on va rendre éligibles les consommateurs, d'abord les gros consommateurs, puis par la suite, les autres consommateurs. C'est 2007 où tous les consommateurs, y compris les particuliers, deviendront éligibles pour choisir leur fournisseur. C'est le grand principe. D'accord. Donc, aujourd'hui, le couplage existant entre les prix de l'électricité et ceux du gaz est pointé du doigt. Pourquoi les prix sont-ils formés de la sorte sur le marché ? Alors, le principe, ce qu'on appelle le fonctionnement du marché sur la base du coût marginal. Quand vous avez un marché, la règle, c'est que c'est le coût de fonctionnement de la dernière unité qui est nécessaire pour l'équilibre entre l'offre et la demande qui fait le prix. Donc, la règle, c'est qu'on appelle les centrales dans l'ordre des coûts de fonctionnement croissants. D'ailleurs, EDF faisait la même chose. Il faut savoir qu'avant même l'ouverture à la concurrence, à partir de 1957, EDF, avec son tarif vert, par exemple, proposait des prix différents suivant les heures, parce qu'aux heures de pointe, il fallait garder en réserve des turbines à gaz. À l'époque, c'était des turbines à gaz qu'on gardait en réserve qui coûtaient relativement cher parce qu'elles marchaient très peu dans l'année, et donc il fallait payer le combustible. Et donc le prix aux heures de pointe était plus élevé. Si vous regardez encore le tarif vert de 2015, puisque le tarif vert a disparu en 2016, au 1er janvier 2016, la différence entre le prix aux heures de pointe et le prix aux heures creuses en été, par exemple, cette différence est relativement importante. Simplement, EDF pratiquait la tarification au coût marginal, ce qu'on appelait le coût marginal à long terme, c'est-à-dire qu'on prenait à la fois en compte une partie des coûts fixes et le coût variable. Alors lui, le marché, il prend en compte essentiellement le coût variable, c'est-à-dire le coût du combustible. Donc la règle, c'est qu'on appelle les centrales dans l'ordre des coûts marginaux croissants. On commence par les centrales pour lesquelles le coût marginal est nul, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque, puis les centrales nucléaires, parce que dans les centrales nucléaires, le coût variable, c'est-à-dire le coût du combustible, est relativement modeste, puis les centrales à charbon, y compris d'ailleurs le prix du carbone, et pour la pointe, on garde des centrales à gaz, des centrales à cycle combiné à gaz. Donc ce n'est pas, sur le principe, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce qui a été exceptionnel en fin 2021 et surtout 2022, c'est la conjonction de deux facteurs indépendants d'ailleurs. Le premier facteur, c'est une moindre disponibilité des centrales pilotables. Les centrales pilotables, ce sont des centrales qui répondent à la demande. C'est le cas du nucléaire, c'est le cas aussi des centrales à charbon ou des centrales à gaz, dans la mesure où la part des renouvelables s'est accrue, et les renouvelables, elles ne sont pas pilotables puisqu'elles dépendent à la fois du vent et du soleil. Donc, on avait fermé beaucoup de centrales pilotables. Alors, on les a fermées pourquoi ? Parce que dans les années 2010, le prix du marché était très bas. Et donc, beaucoup de centrales n'étaient pas rentables. Donc, on les a fermées, on n'a pas investi en pensant qu'on n'aurait pas besoin de centrales pilotables et en pensant que les renouvelables pourraient faire face à la demande.
Et donc, dans le contexte où les renouvelables n'étaient pas disponibles, on s'est trouvé avec un manque de capacité, donc manque de capacité pilotable notamment. Le deuxième facteur, c'est que le prix du gaz s'est envolé. Alors, il s'est envolé à un niveau qui n'était pas tout à fait prévisible. Ça a été déjà 2021, fin 2021, parce que le marché du gaz a été un peu plus tendu avec la reprise en Chine, mais surtout en 2022 avec la crise en Ukraine. C'est-à-dire que dès fin février 2022, les prix du gaz se sont envolés. Alors, ils se sont encore plus envolés en août 2022, ce qui peut sembler étonnant en août, c'est tout simplement parce que la Russie a annoncé qu'elle allait arrêter de livrer du gaz, ce qu'elle n'a pas fait d'ailleurs, puisque c'est plutôt les Européens qui ont arrêté progressivement d'acheter du gaz russe, même s'ils continuent d'en acheter un peu. Donc à ce moment-là, le prix du gaz s'est envolé. Et comme le prix du gaz a dépassé 340 € le mégawattheure de gaz, il faut savoir que le prix normal était aux alentours de 20 à 30 € hein, le mégawattheure, donc c'était 10 fois plus. Donc le prix du gaz s'envolant, par ricochet, le prix de l'électricité s'est envolé. Pour faire simple, il faut 2 mégawattheures de gaz pour faire 1 mégawattheure d'électricité, à peu près, hein, dans une centrale à cycle combiné à gaz. Ça veut dire que, eh bien, en août 2022, les prix de l'électricité se sont envolés à 700, 800 €. Il y a même eu un pic à 1000 € le mégawattheure. Donc, le caractère exceptionnel, c'est vraiment l'envolée du prix du gaz. Et donc, à partir de là, eh bien, tous les producteurs bénéficiaient du prix limite. Parce que la règle sur le marché, c'est que tous les producteurs sont rémunérés au prix de la dernière centrale appelée, donc le prix limite. Ça veut dire qu'il y a eu des rentes inframarginales, c'est-à-dire les rentes de ceux qui avaient des coûts plus bas que les centrales à gaz, qui étaient relativement importantes, des rentes très élevées pour certaines centrales. Alors en France, ce n'était pas tout à fait le cas parce que, d'abord, il y a des centrales dont les prix sont régulés, hein, y compris le cas des renouvelables qui avaient par exemple des feed-in tarifs. Alors les renouvelables qui ne bénéficiaient pas de feed-in tarifs, c'est-à-dire de prix garantis, elles ont profité de l'envolée. Le nucléaire n'a pas trop profité parce que comme une partie importante du nucléaire est vendue dans le cadre de l'Arenh, c'est-à-dire à un prix régulé à 42 € le mégawattheure, bien évidemment, le nucléaire n'en a pas profité. Comme en plus, on a introduit le bouclier tarifaire, c'est-à-dire qu'on a plafonné le tarif, le TRV, c'est-à-dire le tarif réglementé de vente pour les particuliers. EDF n'a pas pu en quelque sorte bénéficier de cette rente relativement importante. Mais vous avez des opérateurs qui ont bénéficié de rentes relativement élevées. Donc ça, c'est une situation assez exceptionnelle, hein. C'est-à-dire double conjonction de facteurs. Mais c'est la logique du marché. Alors évidemment, cette logique fait que dans les années 2010, le problème qu'on avait, c'était que les prix de gros étaient insuffisants. Ils ne permettaient pas de rentabiliser les centrales, ils ne permettaient pas d'investir. Et en 2022, on a une situation tout à fait exceptionnelle et tout à fait contraire, c'est-à-dire que les prix s'envolent, et ils s'envolent au jour le jour. C'est-à-dire que d'une heure à l'autre, le prix peut être très très variable, puisque le marché fonctionne sur la base d'un prix toutes les heures. Donc 8760 prix dans l'année, avec une volatilité extrême. D'accord. Et ce marché de l'électricité, et notamment, vous l'avez mentionné, la création de l'Arenh, avait pour objectif de faire émerger les énergies renouvelables et d'encourager les investisseurs. Parce que, en ce sens, il y est parvenu. Alors, l'Arenh n'avait pas pour objet de faire émerger les renouvelables. L'Arenh, c'est une logique un peu différente. C'est-à-dire que quand on a ouvert le marché concrètement en 2000, les concurrents d'EDF ont eu, à partir de 2004-2005, quand les prix du gaz ont commencé à monter, d'ailleurs à l'époque les prix du pétrole aussi, ont eu du mal à concurrencer EDF. Et donc, la règle, c'était qu'il faut que l'opérateur historique perde des parts de marché. Si vous voulez, le leitmotiv de la Commission européenne, c'était le marché fonctionne bien si l'opérateur historique perd des parts de marché et si les concurrents peuvent rivaliser avec l'opérateur historique. C'est ce qu'on appelle, on y reviendra peut-être, la contestabilité du tarif d'EDF. Il faut que le tarif d'EDF soit contestable, c'est-à-dire soit duplicable par les concurrents. Donc, à ce moment-là, les concurrents d'EDF ont dit, nous, on ne peut pas concurrencer EDF qui a la chance d'avoir du nucléaire à bon marché, en partie amorti, et donc on ne peut pas concurrencer EDF. Donc, la Commission européenne, sur cette affaire, a dit, il faut absolument que le marché fonctionne. Donc, soit je demande un démantèlement d'EDF, soit il faut qu'EDF trouve une solution pour que ses concurrents puissent bénéficier aussi du nucléaire. Avec comme principe de légitimité, c'est que tous les consommateurs ayant participé au financement du nucléaire historique, la règle c'était que tous les consommateurs français, hein, je ne parle pas des consommateurs autres que les consommateurs résidents français, tous les consommateurs français ayant participé au financement du nucléaire historique sont légitimes à obtenir, je dirais, l'accès au nucléaire historique, qu'il soit
client d'EDF ou qu'il ne soit plus client d'EDF. C'est la raison pour laquelle l'idée, c'était EDF doit vendre à ses concurrents une partie de son nucléaire. À l'époque, c'était 25%, c'était un peu plus de 400 TWh de nucléaire. Donc, c'est à peu près c'était 100 TWh, c'est ce que dit la loi, 100 TWh. Un prix qui, au départ, était fixé à 40 € pour les derniers semestres de 2011, à 42 € au 1er janvier 2012, et la loi prévoyait qu'un décret d'application devait préciser comment le tarif devait évoluer au cours du temps, parce qu'il était bien prévu que le prix de l'Arenh ne devait pas rester constant, il devait suivre l'inflation et suivre les coûts du nucléaire historique, ce qu'il n'a jamais fait, puisque même aujourd'hui encore, l'Arenh est vendu sur la base de 42 € le mégawattheure. Donc, si vous voulez, c'est... alors, par contre, les concurrents d'EDF, eux, pour beaucoup, ils n'ont pas investi. Or, au départ, ce qui était dit dans la loi, il ne faut pas l'oublier, c'était d'ailleurs ce que disait aussi le rapport Chamsor, c'est qu'on permet aux concurrents d'EDF de se sourcer sur le nucléaire historique en attendant qu'eux-mêmes investissent dans la production d'électricité, ce que beaucoup n'ont pas fait. Alors, il y en a quelques-uns qui ont investi. Les grandes sociétés comme Engie, comme Total ont investi dans de la production. Mais beaucoup de fournisseurs n'ont pas investi. Alors, ils ont un peu investi dans les renouvelables quand même, mais ils se sont contentés d'acheter le nucléaire historique pour le revendre. Donc, ils achètent l'électricité sur le marché, notamment, ils ont accès au nucléaire historique et puis ils revendent. Ce sont des commercialisateurs, en quelque sorte, de nucléaire d'EDF. Et alors, est-ce que le consommateur français bénéficie vraiment du coût réel du mix énergétique français, constitué en majeure partie de cette énergie nucléaire? Alors, c'est le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de correspondance entre la structure du TRV. Alors, je vais prendre le TRV parce que c'est le plus simple. Le TRV, c'est le tarif réglementé de vente qui est réservé aux consommateurs domestiques ou quelques artisans en dessous de 36 kVA. Donc, tous ces consommateurs qui sont restés au TRV, parce qu'ils ne sont pas obligés de rester au TRV, ils peuvent choisir un prix en offre de marché, soit auprès des DS, soit auprès des concurrents. Tous ceux qui sont restés au TRV, ont un prix qui est réglementé. En fait, la commission de régulation fait une proposition au gouvernement, mais c'est le gouvernement qui décide. Le gouvernement n'est pas engagé par, le rapport de la commission de régulation. Et donc, ce qu'on observe, c'est que la structure du TRV ne coïncide plus avec la structure du mix électrique français. Pour dire les choses simplement, dans le mix électrique français, vous avez à peu près 69-70% de nucléaire. Et vous avez, donc normalement, vous devriez avoir à peu près 70% d'Arenh au départ et 30% correspondant, au prix du marché. Mais comme il y a ce principe de contestabilité dont j'ai parlé, l'idée c'est que les concurrents d'EDF ont accès à l'Arenh dans la limite, évidemment, de la consommation de leurs clients, de la consommation prévisible en base de leurs clients pour l'année suivante. Donc, en gros, ils ont à peu près accès à, la Creux fait le calcul, 67% de la consommation de leurs clients. Le problème, c'est que, comme la demande d'Arenh est supérieure à 100 TWh, il a fallu faire ce qu'on appelle de l'écrêtement. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une partie de leur droit à Arenh. Et donc, comme il y a eu à peu près, pour cette année 2023, 150 TWh, je crois que c'est 148 et quelques, 150 TWh de demandés par les concurrents d'EDF, comme il n'y a que 100 TWh, les concurrents d'EDF n'ont droit qu'à 67% des 67%. Donc 67% des 67%, ça fait 45%. Donc du coup, les concurrents d'EDF se sourcent à l'Arenh pour 45% du prix qu'ils offrent à leurs clients, et donc ils sont obligés d'aller chercher 55% sur le marché. Et le principe de contestabilité fait que ce qui est vrai pour les concurrents d'EDF doit l'être pour EDF. C'est-à-dire que le TRV est construit de telle façon que le nucléaire ne représente que 45% du coût du tarif réglementé. Donc 55%, c'est le prix de marché. Alors la Creux a fait les calculs. 55% sur le prix de marché. Si vous prenez le prix du marché en 2022, il était grosso modo autour de 400 € le mégawattheure en moyenne. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que la Creux fait le calcul en disant je prends 55%, je prends 33% sur la base des 12 derniers mois. Alors les 12 derniers mois, ça devait être à peu près 396 € par mégawattheure. Et puis 22% sur la base des 2 derniers mois de 2022, parce que comme les concurrents d'EDF n'ont connu le principe de l'écrêtement que fin 2022, ils ont été obligés d'acheter en catastrophe de l'électricité fin 2022, donc il faut appliquer pour le TRV la même logique.
Donc, comme fin 2022, le prix n'était pas de 396, mais de 410, vous avez 33% à 396, plus 22% à 410. Résultat des courses, si on suit ce que dit la commission de régulation, le tarif réglementé de vente devrait doubler par rapport à ce qu'il était. C'est-à-dire que l'augmentation du TRV TTC, toute taxe comprise, devrait être en 2023 de 99% et hors taxe de 108%. Le gouvernement ayant annoncé que la hausse en 2022 ne dépasserait pas 15%, eh bien, ça veut dire qu'en effet, l'augmentation au 1er février 2022 a été de 15% et non pas de 100%, comme aurait dû être la logique si on avait suivi les recommandations de la CRE. La CRE fait son travail, recommande d'augmenter de 100%, mais évidemment, le gouvernement maintient le principe du bouclier tarifaire. D'accord. Et donc, si on fait le bilan, quelles ont été les conséquences générales de l'Arenh? Les conséquences générales de l'Arenh, c'est un manque à gagner très important pour EDF, parce qu'en plus, le gros reproche qu'on peut faire, c'est que le prix de l'Arenh n'a pas été revu à la hausse, alors que le prix de l'Arenh aurait dû au minimum être revu à la hausse. Donc il y a déjà le fait que ce nucléaire est vendu à un prix qui est nettement plus bas que le prix du marché. Il y a eu un cas où le marché était plus bas que l'Arenh. En 2016-2017, le prix du marché de gros était un peu plus bas que l'Arenh. Alors à ce moment-là, les concurrents d'EDF n'ont plus acheté de l'Arenh. Et plus personne ne voulait d'Arenh, puisqu'ils préféraient acheter sur le marché à 38 le nucléaire qui aurait dû être vendu à 42. Donc on voit bien que c'est complètement asymétrique. Alors, les médias ont fait émerger la solution ibérique aux yeux du grand public. Pouvez-vous nous rappeler en quoi elle consiste d'abord et est-ce qu'elle est viable sur le long terme? Alors, la question qui se pose, c'est comment réformer le marché? Parce qu'on voit bien que, si vous voulez, le gros reproche qu'on peut faire au marché, c'est une extrême volatilité et le fait que le prix payé par le consommateur français n'est pas représentatif du coût du système français. Alors, face à ça, en Europe, avec l'envolée du prix du gaz et indirectement de l'électricité, il y a des réponses à court terme et puis il y a des réponses à long terme. Les réponses à long terme, c'est ce qu'on appelle la réforme structurelle, on en parlera peut-être après. Alors à court terme, la solution, c'était il faut éteindre l'incendie. Alors évidemment, on va demander aux consommateurs de consommer moins, ça c'est la sobriété, parce que si la consommation est plus faible, du coup, les prix peuvent être plus bas. C'est d'ailleurs ce qu'on a observé, puisqu'une partie de la demande a été détruite, parce que les prix ont augmenté, donc les consommateurs ont fait attention. Aussi parce qu'une partie de la demande a été supprimée parce que des industriels ont arrêté de produire. Mais il y avait une solution qui est apparue assez séduisante, c'est la solution en effet mise en place par l'Espagne et le Portugal, qu'on appelle la solution ibérique, qui consiste à subventionner le gaz. Puisqu'au fond, l'idée est la suivante, puisque la faute en revient au prix du gaz qui fixe le prix de l'électricité, subventionnons le prix du gaz, on fera baisser le coût du gaz utilisé par les centrales à gaz et par ricochet, le prix de l'électricité baissera. Alors, les Espagnols et les Portugais ont eu l'autorisation de la Commission européenne pour une raison simple. Ils utilisent beaucoup de gaz pour leur production d'électricité. C'est parce qu'ils sont relativement moins interconnectés que les autres pays européens. Donc l'idée, c'est comme vous êtes dans une situation un peu particulière, on peut en effet accepter ce principe, même si c'est transitoire, c'est pour 1 an. En fait, ils l'ont eu pour 6 mois. Ils ont été autorisés à subventionner avec un plafond de 40 € le mégawattheure pour le mégawattheure de gaz. Bon. Et puis à partir de janvier 2023, ils doivent un peu augmenter, je dirais, le prix. Ça veut dire que la subvention sera un petit peu plus faible. Il faut dire que le prix du gaz sur le marché international a également baissé. Bon, aujourd'hui, on est aux alentours de 60 € le mégawattheure. Donc, ça a permis en effet, pendant 6 mois, au marché gros espagnol, d'avoir un prix sensiblement plus bas, 2 fois plus bas que le prix européen. La France, à un moment donné, a souhaité faire ça. Mais alors, évidemment, c'était difficile parce que la France seule ne pouvait pas le faire du fait des interconnexions beaucoup plus importantes avec l'Allemagne. Parce qu'il y a 2 reproches qui peuvent être faits. Le premier, c'est que si vous subventionnez le gaz utilisé pour la production d'électricité, ça peut relancer la demande de gaz. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu en Espagne. Et donc, dans un contexte où on a du mal à trouver du gaz, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et puis, la deuxième chose, la plus importante, c'est que si vous subventionnez le gaz, ce qui a été le cas en Espagne pour la production d'électricité, à ce moment-là, les producteurs d'électricité qui utilisent le gaz en Espagne ont tendance à exporter une partie de leur production d'électricité en France où les prix sont beaucoup plus rémunérateurs. Donc, ce qu'on a un peu observé. Alors, les Allemands étaient vent debout contre cette solution.
D'abord parce qu'eux, ils utilisent beaucoup plus de gaz, parce que la moyenne européenne est plus proche de 20 à 25%, alors que nous, la part du gaz dans la production d'électricité, c'est modeste, hein, c'est 6-7%, pas plus. Donc les Allemands étaient contre cette solution. Ils étaient d'autant plus contre cette solution que dans leur esprit, cela devait favoriser un petit peu le consommateur français. Donc ils auraient eu le sentiment que c'est le consommateur allemand qui allait payer pour le consommateur français, puisque si on subventionnait le gaz allemand, la France étant importatrice à l'époque d'électricité allemande de façon assez importante, c'était une façon de subventionner le consommateur français. Donc l'Allemagne était tout à fait contre cette solution, et donc l'Europe n'a pas retenu cette solution qui, à mon avis, avait quand même des vertus à court terme. Ce n'est pas une solution pérenne, hein, on ne peut pas faire cette solution à long terme. Mais pour enrayer en quelque sorte l'incendie, c'est une solution qui aurait mérité un petit peu plus d'attention. Mais l'Allemagne était contre, d'autres pays également étaient contre. Hein. Il n'y a pas que l'Allemagne qui était contre, mais l'Allemagne en particulier était le chef de file de l'opposition dans le domaine. D'accord. Et vous avez parlé de réformes structurelles. Depuis le 23 janvier, la Commission européenne a ouvert sa consultation publique à la réforme du marché européen de l'énergie. Beaucoup s'interrogent concernant l'avenir de ce marché. Quelles sont les pistes qui vont être évoquées? Solution grecque, solution italienne de l'achat unique Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, j'en retiens un peu 4, si vous voulez. La première, la plus ambitieuse. Alors, je vais aller de la plus ambitieuse à la moins ambitieuse, certains diront la plus réaliste. La plus ambitieuse, on revient à l'ancien système, puisque le système actuel ne fonctionne pas bien. On nous a vendu la libéralisation comme un moyen de faire de la concurrence et de faire baisser le coût d'accès aux consommateurs. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, autant revenir à l'ancien système. Alors, cette solution, elle est difficile parce que certains disent vous avez les textes, vous avez des traités, ça voudrait dire qu'on remet en cause des traités. Alors, on peut faire observer que, je dirais, dans le domaine économique ou monétaire en Europe, tout le monde ne suit pas tous les traités. Hein. D'abord, il y a des traités qui ne sont pas respectés par certains. Le traité de l'Euratom est toujours en vigueur, que je sache, et l'Allemagne, par exemple, ne l'a pas dénoncé. Or, si vous regardez le traité de l'Euratom, il faut encourager le développement du nucléaire comme étant une solution d'indépendance de l'Europe. Bon, donc aujourd'hui, le traité de l'Euratom, certains considèrent que il est obsolète, mais officiellement, il n'est pas dénoncé par beaucoup d'opérateurs qui ne le respectent pas. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que dans d'autres domaines, vous avez, je dirais, de la géométrie variable. Hein. Tout le monde ne respecte pas exactement les mêmes systèmes. Donc, certains disent, on pourrait, s'il y avait une volonté politique affirmée, on pourrait en quelque sorte dire, nous, on veut revenir en arrière, c'est-à-dire au fond, on refait une entreprise en situation de monopole, ce qui n'exclut pas, qu'il y ait toujours des échanges aux frontières. D'ailleurs, même avant l'ouverture à la concurrence, il y avait des échanges aux frontières qui se passaient, c'est vrai, de gré à gré, par un petit marché entre la France et les pays limitrophes. C'était EDF qui négociait. Hein. C'est ce qu'on a appelé... L'interconnexion européenne, c'est ce qu'on appelle l'étoile de Laufenburg. En 1958, Laufenburg, c'est un petit village en Suisse, hein, au sud de l'Allemagne. Et donc, c'est là que les Français, les Suisses et les Allemands ont mis en place un système d'échange. Alors, à l'époque, c'était du secours mutuel. Hein, ce n'était pas vraiment pour des raisons commerciales, mais c'était du secours mutuel. Et ensuite, on a développé, évidemment... je dirais ces échanges. Au départ, c'était en 220 000 volts, puis ensuite en 400 000 volts. Évidemment, l'interconnexion a permis de faire jouer les vases communicants et, pour certains, d'exporter quand ils en avaient l'opportunité, et à d'autres moments d'importer quand on en avait besoin. Ça paraît relativement logique. Donc, l'idée, c'est, avec ces échanges, vous allez faire converger les prix de gros. Au fond, si vous faites des échanges entre pays européens, vous faites converger les prix de gros et donc vous allez faire converger les mix électriques. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Parce que le choix du mix électrique est un choix politique. Certains pays ne veulent pas de faire nucléaire. D'autres privilégient telle ou telle forme d'énergie. Certains ont des ressources, d'autres n'en ont pas. Donc, si vous voulez, les mix électriques sont différents. Donc, la grande difficulté de l'espace électrique européen, c'est comment faire converger des prix de l'électricité sur un marché de gros, sachant que les mix électriques sont très différents. Là, c'est une difficulté. Donc, on pourrait continuer, je dirais, à faire des échanges avec les pays limitrophes, mais à ce moment-là, ce seraient des échanges, évidemment, avec le monopole, donc revenir au système ancien. Alors certains disent on pourrait même faire un marché de gros qui serait un marché d'ajustement, c'est-à-dire faire un petit marché, s'il y a des producteurs indépendants qui peuvent éventuellement produire seuls avec des clients. Enfin bon,
ça n'a pas été vraiment exploré, cette solution, parce que pour beaucoup, ce retour en arrière, politiquement, paraît peu probable. Ça, c'est la première solution. Alors, la deuxième solution, c'est l'acheteur unique. Moi, je pense que c'est une solution qui mérite l'attention. D'ailleurs, l'acheteur unique avait été envisagé par la France au début de la libéralisation. C'est le principe, c'est on crée une société qui, alors cet acheteur est unique, qui, en quelque sorte, fait un appel d'offres auprès des producteurs. C'est-à-dire qu'on ouvre à la concurrence uniquement la production, pas la fourniture, la production. Donc, qui veut produire, je fais un appel d'offres et l'acheteur unique récupère en quelque sorte les meilleurs producteurs, passe des contrats avec ces producteurs, des contrats à long terme, et puis ensuite est chargé d'alimenter les différents fournisseurs, les différents distributeurs. Alors la France avait développé cette idée qui n'a pas été retenue. Alors peut-être que le tort de l'acheteur unique en France, ça a été de dire que l'acheteur unique serait EDF, parce que du coup, ça a braqué tout le monde, à commencer par les Allemands, qui n'avaient, je dirais, qu'une préoccupation, c'est de limiter le pouvoir d'EDF et le fait qu'EDF, à l'époque, la France, grâce au nucléaire, avait un prix de l'électricité qui est défavorable pour son industrie, et par conséquent, la compétition européenne pouvait être favorable à la France. Hein. Bon. Donc, ils n'ont eu de cesse, en quelque sorte, de montrer qu'il fallait limiter, je dirais, cet avantage français par rapport à l'industrie allemande, qui est quand même leur préoccupation numéro un. Donc, cet acheteur unique, je dirais, était un peu morné, parce que certains disent qu'il n'était pas très viable avec les directives. Mais il y avait un acheteur unique qui a pas mal fonctionné. Et on pourrait peut-être regarder ça d'un peu plus près. C'est l'acheteur unique qui a été mis en place en Italie. C'est le système de ce qu'on a appelé le système Bersani. Bersani, c'est le nom du ministre, qui avait créé une commission, lui aussi, et qui avait en quelque sorte mis en place un acheteur unique qui n'était pas l'opérateur historique. L'acheteur unique, ce n'était pas Enel. C'était une société publique différente d'Enel. Enel était un des producteurs qui alimentait l'acheteur unique. Et donc la concurrence se faisait entre Enel, le marché, les autres producteurs possibles, parce qu'il y avait pas mal de producteurs en Italie. Et donc, cette solution a pas mal fonctionné, d'autant que l'acheteur unique était au départ celui qui était chargé de revendre l'électricité aux clients qui n'étaient pas éligibles. Ça n'empêchait pas que les clients éligibles puissent choisir leurs fournisseurs, leurs producteurs. C'est-à-dire qu'on avait un système double où il y avait un acheteur unique qui se préoccupait en quelque sorte des clients non éligibles, c'était la majorité des clients, mais à côté de cet acheteur unique, les gros industriels pouvaient passer des contrats directement avec des producteurs, éventuellement acheter à l'étranger. Donc, il y avait en même temps l'accès des tiers au réseau. Parce que si vous voulez, dans l'acheteur unique italien, l'accès des tiers au réseau était respecté. Alors que dans l'acheteur unique français, finalement, il n'y avait pas d'accès des tiers au réseau. Et c'était ça qui gênait la commission, parce que les textes prévoyaient officiellement l'ATR, l'accès des tiers au réseau. Donc l'acheteur unique à l'italienne, alors ensuite, tous les clients sont devenus éligibles, donc le système, je dirais, a eu beaucoup moins d'importance en Italie, mais ce système d'acheteur unique à l'italienne, à mon avis, c'est sûrement une solution qui mérite d'être explorée d'un peu plus près. Alors il y a une troisième solution, vous l'avez évoqué, c'est ce qu'on appelle parfois la solution grecque. Alors la solution grecque, ça consiste à faire 2 compartiments sur le marché de gros. Donc on maintient un marché de gros, mais avec 2 compartiments, avec 2 étapes. Dans une première étape, les producteurs qui ont des centrales à forte proportion de coûts fixes, c'est-à-dire forte proportion de coûts fixes, c'est-à-dire où les coûts marginaux sont très faibles, c'est-à-dire à la fois les renouvelables, bien sûr, les coûts marginaux sont quasiment nuls, et puis le nucléaire. Ces producteurs commencent à répondre à l'appel d'offres. Et donc, on passe un contrat, l'opérateur, alors ça peut être le gestionnaire du réseau par exemple, le gestionnaire du réseau de transport, passe un contrat avec ses producteurs, ça peut être des contrats à long terme, et la règle c'est que l'appel d'offres se fait sur la base des coûts moyens. Ça ne peut pas être sur la base des coûts marginaux, puisque les coûts marginaux sont nuls ou faibles. Donc c'est sur la base des coûts moyens. Donc ça permet aux producteurs de récupérer le coût moyen, y compris un taux de rendement du capital investi, le WACC. C'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas une opération blanche, il faut que l'opérateur qui est producteur ait une rentabilité de son capital. Et une partie de la demande est satisfaite comme ça. En France, ce serait une très grosse partie de la demande qui serait satisfaite comme ça, parce que si vous prenez EDF plus les renouvelables, vous êtes déjà, si vous y ajoutez l'hydraulique, vous êtes déjà quasiment à 90%, hein, même un peu plus. Donc, ce système-là pourrait fonctionner. Alors ensuite, il reste la deuxième étape, où cette fois, eh bien, une fois que
la demande résiduelle, elle, n'est pas satisfaite. Cette demande résiduelle serait satisfaite par appel d'offres auprès des centrales qui utilisent des combustibles fossiles. Et par conséquent, là, ce serait sur la base du coût marginal. Parce que dans les centrales fossiles, ce qui coûte cher, ce n'est pas les coûts fixes, ce sont les coûts variables, c'est le coût du combustible. Donc, dans la deuxième partie, dans le deuxième segment du marché, le deuxième compartiment du marché, l'équilibre se ferait sur la base du coût marginal des fossiles. Donc, comme le coût marginal des fossiles est sensiblement supérieur au coût moyen des centrales à forte proportion de coûts fixes, le système, je dirais, peut fonctionner. Et puis ensuite, on fait une moyenne pondérée pour fixer le prix payé par le consommateur final. L'avantage du système, c'est qu'il est pérenne. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, au fur et à mesure que les centrales fossiles vont disparaître, au fur et à mesure qu'on va décarboner le mix électrique européen, eh bien, les centrales fossiles vont laisser la place à des centrales à forte proportion de coûts fixes. Donc, la tarification se fera sur la base du coût moyen des centrales à forte proportion de coûts fixes. D'ailleurs, demain, si on n'a plus de centrales fossiles, si on n'a plus de centrales à gaz, si on n'a plus de centrales au charbon, on ne peut pas continuer à faire une tarification au coût marginal, puisque le coût marginal serait nul ou très faible la plupart du temps. Donc, le système n'est pas fiable, n'est pas viable. Hein, de toute façon, il faudrait à ce moment-là soit faire appel uniquement au marché de capacité, soit trouver un autre système. Donc, l'avantage de ce système, c'est qu'il marche bien à court terme et qu'en plus, sur le long terme, la frontière entre le premier compartiment et le deuxième compartiment va se déplacer. Alors ça, c'est la troisième solution. Alors il existe, cette troisième solution, c'est la solution qu'on appelle dans la littérature un peu la solution grecque, parce que c'était proposé dans un papier soumis par le gouvernement grec à la Commission européenne. La dernière solution, la quatrième, c'est peut-être la plus probable. Ça consiste non plus à faire de la régulation ex ante, comme avec la solution grecque, où on fait un appel d'offres et on fixe des contrats, etc., à un prix sur la base du coût moyen, pour faire simple, très largement, mais de faire une régulation ex post, non pas ex ante, mais ex post. C'est-à-dire qu'on laisse le marché, donc le marché fonctionne comme aujourd'hui, avec une forte volatilité, mais c'est au moment de la rémunération des producteurs qu'intervient le régulateur. C'est-à-dire qu'on met en place un système qu'on appelle un système de contrat pour différence. C'est le système dit Clean Point, c'est-à-dire c'est le système anglais appliqué au nucléaire construit par EDF en Angleterre. C'est-à-dire qu'on vous garantit un prix qui permet de rémunérer l'investissement avec un rendement du capital investi. Donc vous vendez au prix du marché. Si le prix du marché est insuffisant pour couvrir vos coûts, on vous verse la différence, l'État vous verse la différence. Si par contre la rémunération du marché est supérieure, eh bien à ce moment-là, vous reversez à l'État la différence dans un système contrat pour différence. Donc ça, c'est une régulation ex post. Au fond, la dernière solution, qui est évidemment la plus simple à mettre en place, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la plus simple, je dirais, qui pourrait avoir le consensus le plus large, c'est de faire un système de généralisation des contrats pour différence. Échapperaient probablement à ces contrats pour différence uniquement les centrales utilisant des fossiles, c'est à voir. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que ça s'applique essentiellement aux centrales à forte proportion de coûts fixes. Donc aujourd'hui, on a un peu quatre solutions sur la table. Je pense que la première, le retour au monopole public, n'est pas très réaliste. La dernière est beaucoup moins ambitieuse. Elle a peut-être l'avantage d'être plus pragmatique, mais tout va dépendre un peu de ce que vont proposer à la fois les gouvernements et la Commission européenne. D'accord. Merci pour ces réponses. On va passer aux questions de la boîte à questions que vous nous avez transmises. Alors la première sera pour vous, quelle est la raison majeure qui puisse expliquer l'échec de ce marché européen? N'avez-vous pas donné une place trop importante aux énergies renouvelables? Moi, je n'ai pas donné la place trop importante aux renouvelables, j'y suis pour rien. Bon. Mais alors, en effet, l'échec principal, c'est-à-dire au fait que, si vous voulez, l'électricité ne se stocke pas. Donc, appliquer, je dirais, un marché, une loi de l'offre et de la demande à un produit qui ne se stocke pas, dont la volatilité sur le prix ou sur le marché est très forte, c'est probablement ça le principal échec. C'est-à-dire qu'en fait, soit les prix sont trop bas pour inciter à investir, soit le signal qui est envoyé n'est pas pertinent pour investir sur le long terme. On ne peut pas prendre des décisions d'investissement pour des centrales qui vont durer 60 ans, voire 80 ans, sur la base d'une volatilité de prix qui, je dirais, sont extrêmement variables d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre au cours de l'année. Donc, si vous voulez, le péché originel, c'est
pouvait-on faire un marché avec un produit qui ne se stocke pas et qui en plus est un service public? Parce que l'électricité, c'est pas n'importe quel produit, c'est un produit quand même très particulier. La notion de service public est très forte. Donc vous semblez répondre aussi par l'affirmative pour la deuxième question, c'est cette crise n'était-elle pas prévisible? Ce qui n'était pas prévisible, c'est que le prix du gaz allait augmenter de trop, autant. Hein. Je crois que si vous voulez, la volatilité, tout le monde avait conscience que ça ne pouvait pas marcher. Simplement, il faut être honnête, personne, début 2022, ne pouvait prévoir que le prix du gaz en août allait s'envoler à 340 € le mégawattheure de gaz. Parce que là, c'est quand même une situation tout à fait exceptionnelle. Et donc la suite de cette question, c'était n'avait-on pas déjà observé des signes de faille de ce marché? Oui, si vous voulez, les premiers signaux, c'est les exceptions qu'on a fait au marché, parce qu'on a dit vive le marché. Mais la première chose qu'on a faite, c'est de faire des exceptions au marché. Alors la première exception au marché, la plus grande, ça a été les prix garantis pour les renouvelables. Parce qu'on dit vive la concurrence. Donc, très bien, laissons faire les meilleurs. Alors, simplement, lorsque, pour des raisons tout à fait légitimes, on veut développer les renouvelables parce qu'elles sont décarbonées, on observe qu'au prix du marché, les renouvelables ne sont pas compétitives. Alors, comment on fait? Première solution, vous développez la recherche, et puis vous attendez qu'elles soient compétitives, et puis elles s'imposeront, y compris avec les solutions de stockage. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On a dit, puisqu'elles ne sont pas compétitives, on va les rendre compétitives de façon artificielle. Donc, on va faire des prix garantis. Donc, si vous voulez, les renouvelables ont bénéficié de prix très rémunérateurs. Regardez les prix rémunérateurs en Allemagne à l'époque. Alors, ces renouvelables faisaient des enchères à prix zéro sur le marché de gros, puisqu'elles vendent au coût marginal qui est nul. Donc, elles interviennent au prix zéro sur le marché. Mais comme évidemment, au prix du marché, elles ne peuvent pas être rémunérées, elles sont rémunérées hors marché par une taxe. À l'époque, ça s'appelait la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Aujourd'hui, c'est la TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Peu importe. Mais si vous voulez, on voit bien qu'à ce moment-là, c'est une première exception. Il y a eu une autre exception. Comme les concurrents ne pouvaient pas vraiment rivaliser avec EDF, on leur a dit « Ah oui, c'est pas grave, on va trouver une solution, on va vous rendre compétitif en vous permettant d'accéder au nucléaire historique, même s'il y avait une certaine légitimité à donner à leurs clients l'accès à ce nucléaire historique. » Mais du coup, comme les clients ne seront pas compétitifs avec EDF, on va en quelque sorte fixer le tarif d'EDF en tenant compte, je dirais, des contraintes des concurrents. C'est-à-dire que c'est ce principe de contestabilité, si vous voulez. La théorie de la contestabilité en économie, elle est développée par un auteur très célèbre qui s'appelle Baumol. Cette théorie de la contestabilité, ça consiste à dire, pour qu'il y ait de la concurrence, il faut que le marché soit contestable. C'est-à-dire qu'il faut que les entrants puissent rivaliser avec l'opérateur historique. Alors, s'ils ne peuvent pas rivaliser, il y a une solution, c'est pénaliser l'opérateur historique pour qu'il puisse rivaliser. C'est un peu ce qu'on a fait. Donc, on a fait des tas d'exceptions au principe de la concurrence. Donc, question suivante. Le but initial n'était-il pas d'accroître les interconnexions entre pays européens? Ce but a-t-il été atteint? Cette intention liée à la volonté de libéraliser le marché était-elle compatible avec la notion de service public? Alors, si vous voulez, au départ, c'est vrai que l'idée, c'est il faut échanger. N'oubliez pas que le marché, au départ, c'est un marché commun, et qu'ensuite, l'objectif, c'est un marché unique. Donc, l'idée, c'est il faut échanger. C'est le grand principe. Ça va faire converger les prix de gros et indirectement les prix payés par le consommateur. Alors, entre le prix de gros et le prix payé par le consommateur, il y a les réseaux, les coûts ne sont pas les mêmes suivant les pays. Et puis, il y a les taxes. Alors là, il y a de grandes disparités. Donc, si vous voulez, la convergence des prix pour les consommateurs, elle n'est absolument pas réalisée. Mais même les prix gros, la convergence n'est pas tout à fait réalisée parce que, d'abord, vous avez des obstacles aux frontières, c'est-à-dire dans la mesure où les interconnexions, à certains moments, sont saturées et vous n'avez pas de convergence. Et cette idée qui consiste à dire, vous allez faire converger les prix de gros, donc c'est bien pour le consommateur, alors que les mix électriques sont différents, on voit bien que vous ne pouvez pas à la fois faire converger des prix de gros qui dépendent du coût du mix électrique, alors que vous choisissez en même temps un mix électrique qui est différent d'un pays à l'autre. Il y a une contradiction, qui est une contradiction interne très forte. Donc, beaucoup disent l'électricité, c'est un service public. Si un pays a des atouts, ce qui est le cas de la France avec son nucléaire, eh bien, il faut en faire profiter les consommateurs français, l'industrie française, et pas nécessairement chercher, par l'interconnexion ou les interconnexions qu'on développe, je dirais, généraliser cet avantage pour tous. Ce n'est pas ça l'objectif. Sachant qu'au départ, les interconnexions étaient faites essentiellement pour le secours mutuel. Donc aujourd'hui, elles sont faites très largement pour des raisons commerciales. Une question plus politique, avant de passer à la dernière question.
La France demande la réforme du marché depuis 18 mois. Statu quo contre toutes les réformes. De quel côté le rapport de force au niveau des États membres selon vous? Et les autorités françaises ne manquent-elles pas d'audace? Ah, je ne sais pas si les autorités françaises manquent d'audace, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Par contre, le rapport de force, oui, c'est indiscutablement la réforme. Ce qui va sortir de la réforme, c'est la résultante d'un rapport de force. Donc là, le rapport de force, il est, je dirais, principalement entre la France et l'Allemagne. On voit bien que l'Allemagne, si vous voulez, par choix idéologique, refuse le nucléaire. Non seulement refuse le nucléaire chez elle, c'est son droit. D'ailleurs, elle n'a pas prévenu la France lorsqu'elle a décidé de sortir du nucléaire. Donc la France a le droit de maintenir le nucléaire, mais l'Allemagne conteste même aux autres pays le droit de continuer à faire du nucléaire, ce qui est quand même paradoxal. Je veux dire, elle a le droit de sortir du nucléaire, puisque la politique énergétique d'un pays est d'une souveraineté nationale. Ça, c'est inscrit dans les traités, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc la France a le droit de choisir son mix électrique. Alors on voit bien les difficultés qu'on a, parce que les Allemands contestent ce droit, font tout pour que le nucléaire soit mis au banc, je dirais, du système électrique européen. On le voit avec les alliances, on l'a vu au niveau de la taxonomie en particulier. Mais on le voit encore maintenant, l'affaire sur l'hydrogène, si vous voulez. Il y a eu un accord entre gouvernements pour dire il y a l'hydrogène vert fabriqué à partir des renouvelables, l'hydrogène, on va l'appeler jaune, puisqu'il est fabriqué à partir du nucléaire, mais les Allemands contestent que cet hydrogène fabriqué à partir du nucléaire puisse être en quelque sorte de l'hydrogène durable. Bon, je veux dire, le rapport de force va être important. Alors le problème de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que le centre de gravité se déplace vers l'Est. C'est-à-dire qu'on voit qu'il va y avoir un peu une opposition frontale entre l'Allemagne et la France, chacun cherchant un peu dans le reste de l'Union européenne des alliés. Parce que vous avez quand même, n'oubliez pas, la moitié des pays de l'Union européenne qui sont pro-nucléaires. Parce qu'on dit souvent la France est pro-nucléaire et le reste de l'Europe. Vous avez sur les 27 pays, vous en avez 13 qui sont pour le nucléaire, ont du nucléaire ou veulent en faire. C'est le cas de la Pologne. Et bon, les autres veulent sortir, mais veulent sortir sans d'ailleurs être sûrs qu'ils veuillent sortir. Regardez ce qui se passe en Belgique. Aujourd'hui, le gouvernement belge est en train de revenir un peu sur la sortie du nucléaire. Donc, si vous voulez, la France a le droit de défendre son point de vue et je pense qu'il y a des moments, en effet, il faut taper du poing sur la table. On va passer aux questions du chat dans ce cas. D'accord. Alors, beaucoup de questions sont posées. On va essayer de toutes les prendre. Alors, la première, peut-être, a déjà été répondue, mais on va voir si elle a été épuisée. D'ailleurs, j'en rassemble deux. Que pensez-vous de sortir brutalement de ce marché qui nous est défavorable et pour faire payer le coût réel de l'électricité en Allemagne? Et puis, pareil, dans le même style, on dit que les règles de fixation des prix européens empêchent la baisse des prix et pénalisent le nucléaire français. Pourquoi la Commission s'accroche-t-elle à cette règle? Pourquoi le gouvernement français n'en sort-il pas, comme l'Espagne l'a fait, d'après ce qu'il dit? Alors, l'Espagne n'est pas sortie du marché. L'Espagne a adapté le système. Et quand on dit l'Espagne est sortie du marché, d'abord c'est transitoire. La subvention du gaz en Espagne, c'est pas pérenne. Alors l'Espagne a demandé en effet de pouvoir prolonger cette possibilité, mais pour l'instant, c'est pas accordé. Donc elle n'est pas vraiment sortie. Je crois qu'elle a adapté le système. La question, c'est si on faisait une simulation, ça c'est une bonne question, mais il faut avoir le modèle. Moi, je n'ai pas accès au modèle de RTE, mais ça vaut le coup d'essayer de faire avec le modèle européen. Qu'est-ce que donnerait avec un marché français le prix de gros en France? Qu'est-ce que donnerait si la France n'était pas interconnectée? Qu'est-ce que donnerait le même prix en Allemagne? Et qu'est-ce que donnerait l'interconnexion comme aujourd'hui, voir comment se fait le principe des vases communicants? Si vous voulez, le principe, c'est quand vous avez un pays où la moyenne est basse, un autre pays où la moyenne est plus élevée, si vous introduisez des interconnexions, vous allez avoir un phénomène de vases communicants. Donc ça va monter dans l'un des pays, ça va baisser dans l'autre. Alors il faut nuancer quand même, parce qu'à certains moments, la France a besoin de l'électricité qui vient des pays limitrophes. Alors l'année 2022, c'est une annus horribilis, si j'ose dire, électrique, parce qu'en effet, on a joué de malchance, augmentation vertigineuse du prix du gaz et moindre disponibilité du nucléaire. Donc la France est importatrice nette en 2022. Traditionnellement, la France est exportatrice nette.
hein. On exporte à peu près le double de ce qu'on importe, hein. Bon, on exporte à peu près 80 TWh, on importe 40, c'est grosso modo, hein. Et donc, il y avait un solde positif de 40. Cette année, nous sommes importateurs nets. Alors, heureusement, en janvier, les choses s'améliorent. De nouveau, nous sommes redevenus exportateurs nets. Mais, si vous voulez, c'est vrai que l'interconnexion empêche, et la logique du TRV, telle que je l'ai expliqué tout à l'heure, cette logique du TRV empêche le consommateur de profiter, je dirais, du coût relativement bas du mix électrique français. Avec quand même cette nuance que cette année, si nous n'avions pas la possibilité d'importer de l'électricité d'Allemagne, pour dire les choses de façon plus brutale, nous serions obligés de construire plus de centrales thermiques en France. Donc, si vous voulez, pour passer la pointe, il faudrait construire des centrales thermiques en France. Bon, c'est une solution. Simplement, on a fermé, n'oubliez pas que depuis 2005, on a fermé beaucoup de centrales thermiques en Europe, y compris en France, des centrales à charbon, des centrales à gaz. Donc, si on n'avait pas fermé toutes ces centrales, y compris des centrales nucléaires, puisqu'on a fermé 2 réacteurs en France, donc dans l'Europe, on a fermé beaucoup de centrales, en manque de capacité. Bon. Mais c'est vrai que vous êtes obligé d'importer de l'électricité si vous n'avez pas les capacités aux heures de pointe. Alors vous avez 2 solutions. Soit vous réduisez la demande, à ce moment-là par des tarifs ou éventuellement du rationnement, tout est possible. Soit vous construisez des moyens de pointe. C'est ce que faisait la France avant, on avait des moyens de pointe. Alors des moyens de pointe, ça peut être aussi de l'hydraulique, hein. Il y a un potentiel probablement encore de STEP, hein. Il y a un rapport intéressant de la Cour des comptes qui montre que les STEP aujourd'hui contribuent à l'équilibrage du réseau, à la flexibilité sur le marché. Donc, il faudrait peut-être faire des efforts un petit peu en faveur, notamment de la production hydraulique en France, parce que la France a la chance d'avoir beaucoup d'hydraulique. Très bien, merci. Alors, les questions s'accumulent, hein, on a déjà 11 questions, mais on va passer à la deuxième. On verra si on a le temps. Est-il possible, une question technique, est-il possible de séparer le principe du merit order pour le dispatch du principe du coût marginal pour le signal prix à court terme? Oui, on peut faire un merit order sur la base des coûts moyens, sur le papier. Si vous voulez, le merit order tel qu'il est construit logiquement sur un marché, c'est en effet, on fait appel, je dirais, au coût de fonctionnement. Quand vous avez construit un parc, vous avez un parc qui est disponible. La logique, c'est d'appeler les centrales dans l'ordre des coûts de fonctionnement croissants. Donc, les coûts de fonctionnement croissants, c'est le coût marginal. Et le coût marginal, pour l'essentiel, c'est le coût du combustible. Bon. Donc, c'est ça la logique. Alors, on pourrait concevoir de faire un système de merit order fondé non pas sur le prix d'équilibre pour la dernière centrale, mais sur les propositions par chaque opérateur, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un système non pas d'équilibre, d'un prix d'équilibre sur le coût marginal, mais pris sur le prix demandé par chaque opérateur. Mais ça fonctionne en situation de surcapacité, ça ne fonctionne pas en situation de sous-capacité. Donc aujourd'hui, tout le monde demanderait le prix maximum. Donc ça, ce n'est pas très réaliste, hein. Par contre, est-ce qu'on peut envisager de faire en effet un merit order sur la base des coûts moyens? Ça peut s'étudier, hein. Encore une fois, le meilleur système à ce moment-là, c'est un système de merit order avec des contrats pour différence. Très bien. Troisième question. Alors, les producteurs d'énergie renouvelable fatale ne cessent d'annoncer que leur coût de production a maintenant rejoint celui des productions pilotables. Alors, en dehors de choix politiques, existe-t-il des raisons financières ou techniques pour qu'ils ne puissent pas être inclus dans le marché global de l'électricité? Alors, des raisons techniques sur la base du fonctionnement du marché actuel, non, puisqu'ils peuvent participer aux enchères. Simplement, on ne comptabilise pas le coût de la flexibilité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas payer, je dirais, le coût de la non-flexibilité. Si vous voulez, l'idée, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire payer les coûts externes de chaque forme d'énergie? C'est-à-dire qu'il faudrait en quelque sorte, certains l'ont proposé, hein, considérer qu'une électricité qui n'est pas stockable, qui n'est pas pilotable, doit, dans son merit order, incorporer un coût de stockage. Moi, j'avais fait un papier avec un collègue du CEA là-dessus, où on montrait à ce moment-là que le merit order changeait. C'est-à-dire que si, pour les centrales thermiques, vous prenez en compte une externalité qui est le coût du carbone, puisque vous avez aujourd'hui l'obligation pour les centrales thermiques de comptabiliser le coût du CO2, hein, puisqu'il y a un marché du CO2, il est à peu près à 80 € la tonne de CO2. Bon. Donc une centrale à gaz, c'est une demi-tonne, une centrale à charbon, grosso modo, c'est une tonne. On pourrait de la même façon dire que les centrales non pilotables, donc les renouvelables, doivent tenir compte du coût
de la non-pilotabilité, c'est-à-dire au fond, les nécessités d'avoir un site de stockage. D'ailleurs, si vous regardez les scénarios de RTE, dans le scénario 100% renouvelable de RTE, vous avez le coût de la flexibilité. C'est bien le coût du stockage. Donc, si vous voulez, il faudrait en quelque sorte, dans le merit order, ça peut être une solution, imputer aux centrales non pilotables un coût de stockage pour tenir compte du caractère non pilotable de cette électricité. C'est parfaitement jouable. Mais il faut modifier la règle du jeu. Donc, si vous voulez, intrinsèquement, c'est quelque chose qui peut se défendre. Puisqu'on a introduit le coût du carbone. Il n'y a pas de raison, c'est une externalité. Bien, la non-stockabilité, la non-disponibilité d'une centrale, ça peut être considéré en effet comme une externalité négative, donc il faut tenir compte de ce coût. Très bien. Autre question. On vient d'expliquer que la référence au gaz tire les prix français vers le haut par rapport au coût de production moyen de l'électricité en France. À qui profite le surprix ou la surmarge? Est-ce à EDF? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, EDF n'en profite pas beaucoup. Alors, si vous voulez, à qui ça profite? Ben, par nature, ça profite aux centrales dites inframarginales, c'est-à-dire toutes les centrales qui ne sont pas des centrales à gaz. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup de centrales à gaz dans un pays quelconque, à ce moment-là, elles ne profitent pas trop puisqu'elles payent le prix du gaz à un niveau élevé. Mais les centrales qui sont des centrales au charbon, même si le coût du charbon a monté, le prix du charbon a monté sur le marché international, elles ont une rente inframarginale. Alors, les centrales hydrauliques ont une rente inframarginale importante, ça c'est sûr, les centrales hydrauliques. Alors, les renouvelables qui sont hors marché, hors prix garanti, elles profitent, je dirais, de ce prix, de cette rente inframarginale. D'ailleurs, ce qu'on a observé, c'est que des comportements un peu particuliers, c'est-à-dire que vous avez un contrat, vous avez un prix garanti sur 15 ou 20 ans, vous dénoncez le contrat, vous payez une pénalité, mais en contrepartie, vous vendez votre électricité sur le marché de gros. Et ce que vous gagnez sur le marché de gros est bien supérieur à la pénalité que vous avez payée. Donc, si vous voulez, il y a eu un effet pervers avec la dénonciation de certains contrats. Alors, il faut être honnête, certaines renouvelables qui ont un système de prix garanti ou alors de prix avec complément de rémunération, pendant longtemps, elles ont bénéficié d'un complément de rémunération positif. Aujourd'hui, elles sont soumises à un complément de rémunération négatif, c'est-à-dire qu'elles reversent à l'État le trop gagné. Donc, si vous voulez, en France, vous avez plusieurs cas de figure. EDF ne profite pas beaucoup, je dirais, de ce prix très élevé de l'électricité, parce qu'encore une fois, une grande partie de l'électricité nucléaire est vendue à un prix qui est la reine, qui est 42 € le mégawattheure, c'est les 100 TWh, plus les compensations réseau qui sont vendues au même prix. Comme la production d'électricité nucléaire a fortement baissé en France, ben évidemment, EDF en a moins profité. Ben ça, je dirais, ce n'est pas la faute du marché. Hein. Et puis, un autre élément important, comme le TRV est plafonné, EDF ne peut pas répercuter, je dirais, l'augmentation dans le prix de vente. Donc, si vous voulez, on peut dire que tous les cas de figure sont possibles. Mais vous avez en effet des opérateurs qui ont pu profiter de cette rente inframarginale. Mais c'est très variable, je dirais, d'un cas à l'autre. Alors, en France, ben, le fait qu'on ait le système de l'AREN et d'un TRV qui est plafonné, dont la hausse a été limitée à 4% l'an dernier, à 15% cette année, fait que ben, l'opérateur historique ne peut pas profiter de la hausse, autant qu'il pourrait en profiter. Bien. Sur ces 4 options citées de fixation des prix, connaît-on l'opinion de l'Allemagne? Ben, l'Allemagne, je dirais, à mon avis, serait peut-être favorable à la 4e, je n'en suis même pas sûr. Hein. Est-ce que l'Allemagne serait favorable à un système de contrat pour différence? En tout cas, la première, la réponse est non. Je ne vois pas l'Allemagne accepter qu'on revienne à l'ancien système. Le système de l'acheteur unique, j'y crois pas trop. Je crois que ce n'est pas tellement dans, je dirais, les préoccupations allemandes. On pourrait avoir un appui avec l'Italie ou d'autres pays dans ce domaine. Le système grec, je ne sais pas si le système grec serait défendu par l'Allemagne. Donc, si l'Allemagne devait choisir sur les 4, il y en a peut-être un 5e que je ne connais pas. Hein. Le 5e, ça consiste, on ne change rien. Hein. Bon, on attend qu'il y ait des jours meilleurs. Après tout, les prix du gaz sont en train de baisser. On peut très bien avoir des prix de l'électricité qui redeviennent en 2024 à un niveau tout à fait, je dirais, stable et antérieur, c'est-à-dire à un prix pas trop élevé. Donc, ils ont peut-être un autre système que celui proposé. Mais sur les 4 dont j'ai parlé,
je pense que seul le quatrième pourrait recevoir l'assentiment de l'Allemagne, au moins en partie. Très bien. Une remarque intéressante qu'on peut peut-être transformer en question. Le prix du gaz n'a pas attendu la crise ukrainienne pour s'envoler. D'où cela vient-il? Peut se poser la question. Oh ben, le prix du gaz, il s'est envolé dès juillet-août 2021. C'est en effet antérieur à la crise ukrainienne. C'est la reprise en Chine. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, il y a une conjonction de deux facteurs. Une forte reprise économique, notamment en Chine, qui est un très, très gros importateur de gaz. Hein. Et en même temps, comme il y a eu la crise du Covid en 2020, les investissements dans l'exploration-production en gaz n'avaient pas été très importants. Donc, il y avait des retards dans l'exploration-production. Donc, on manquait de gaz au niveau de l'offre et la demande était repartie très vite, notamment en Chine. Et donc, à ce moment-là, les marchés se sont un peu emballés. Donc, en effet, le prix du gaz a commencé à monter dès le deuxième semestre 2021. Il s'est vraiment envolé après le 24 février 2022. Très bien. Dans aucune des solutions évoquées pour réformer le marché, il n'apparaît jamais, d'une part, d'incitation à développer des moyens de stockage des ENRI, évitant ainsi au central gaz flexible, hein, et puis des bonus-malus en fonction de l'empreinte carbone pour inciter les sources bas carbone. Si. Pardon? Non, non, c'est bon. Si vous voulez, le bonus-malus pour les émissions de carbone, c'est prévu, puisque les centrales qui émettent du carbone doivent avoir des quotas de CO2. Donc, elles payent le CO2. C'est la raison pour laquelle... Alors, le stockage, comme vous l'avez dit, le stockage, il n'est pas imputé aux centrales qui sont à l'origine, en effet, des besoins de stockage ou de backup, parce qu'il y a plusieurs façons de faire du stockage. Soit vous stockez l'électricité, ce qu'on ne sait pas trop faire, on le saura peut-être demain avec l'hydrogène, hein, puisque c'est le nouveau miracle attendu, mais si vous voulez, si vous n'avez pas de moyens de stockage pour stocker l'électricité, il faut avoir du backup, c'est-à-dire il faut avoir des centrales en réserve. À ce moment-là, souvent, c'est des centrales à gaz ou ça peut être de l'hydraulique, ça peut être des steppes. Mais alors, jusqu'à maintenant, si vous voulez, c'est déconnecté. Les centrales non pilotables ne payent pas, en quelque sorte, ne font pas de mérite order sur la base de ce coût de stockage. Et donc, une solution pourrait être, en quelque sorte, de faire le mérite order en disant aux centrales non pilotables, vous devez faire vos enchères en tenant compte de ce caractère non pilotable, donc en incorporant dans vos offres de prix eh bien, le coût du stockage. De même qu'une centrale à charbon incorpore dans son prix d'offre, dans le prix qu'elle propose, eh bien, le coût du CO2. Très bien. À une époque, on avait envisagé de stocker l'électricité par le biais de stations de pompage, telles que celle de Revin ou ailleurs en France. Pourquoi avoir stoppé ce programme? Ah ben, la France a pas mal de steppes. Hein. La France a beaucoup de moyens de stockage sous forme de stations de pompage, stations de transfert d'énergie par pompage. On a beaucoup de steppes en France. Il y a encore un potentiel. Et alors justement, il y a un document, je l'évoquais tout à l'heure, il y a un document de la Cour des comptes qui vient de sortir et qui donne les mérites, si vous voulez, de cette solution et qui dit qu'il faudrait pour l'hydraulique, parce que vous savez qu'il y a un enjeu aussi aujourd'hui vis-à-vis de la Commission, c'est le statut des concessions de barrages. Et donc, les stations de pompage ont un rôle extrêmement important dans la flexibilité du système électrique. Donc, je pense qu'il faut en effet revoir ça de près. Il y a encore un potentiel de stations de pompage en France et je pense que ça vaut la peine de regarder ça avec beaucoup d'attention parce que ça reste à l'échelle mondiale. 95% du stockage de l'électricité aujourd'hui se fait avec des steppes. Vous avez très peu de stockage autrement que par des steppes. Donc, mesdames et messieurs, nous allons être obligés de conclure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Percevoix, pour nous avoir apporté vos éclairages. On se retrouve le 7 mars 2023 avec Bernard Fontana, directeur général de Framatome. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.